J'ai été faussement accusé, renié et trahi par ma famille. Maintenant, la vérité a enfin éclaté après 5 ans et tout a changé. Bon, tout le monde. Ça va être long. Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire ici, mais après tout ce qui s'est passé récemment, j'ai besoin de vider mon sac. Petit avertissement, j'utilise de faux prénoms pour des raisons évidentes, et j'écris depuis mon compte secondaire parce que certaines personnes impliquées me suivent encore sur mon principal. Donc moi, c'est James, j'ai 32 ans aujourd'hui, mais tout ce bazar a commencé quand j'en avais 27. Pour le contexte, j'ai grandi dans une ville de taille moyenne près de Portland, où tout le monde connaît les affaires des autres. Oui, ce genre d'endroit. Mon cousin Mike et moi, on était super proches en grandissant. Genre, on partageait la même chambre pendant chaque vacances en famille jusqu'à l'adolescence. Nos mères sont sœurs, et elles faisaient en sorte qu'on passe quasiment toutes les fêtes et tous les week-ends ensemble. Mike allait se marier avec Cathy, qui habitait littéralement 3 maisons plus bas que la nôtre. Sa famille avait emménagé dans notre rue quand elle avait 8 ans et moi 10, et nos familles sont tout de suite devenues inséparables. Tu sais, ces voisins qui deviennent comme de la famille. C'était nous. Les parents de Cathy nous gardaient, Mike et moi, quand nos parents travaillaient tard. On faisait des barbecues ensemble chaque été, ce genre de truc. Cathy était comme ma petite sœur. Elle venait me demander des conseils sur les garçons au collège. Je l'aidais pour ses devoirs de maths. Bon, en vrai, on galérait ensemble, lol. Et je lui ai même appris à conduire avec ma vieille Honda Civic toute cabossée quand elle avait son permis provisoire. RIP la transmission de ma voiture. Donc, évidemment, quand Mike et Cathy ont commencé à sortir ensemble à la fac, tout le monde était ravi. C'était logique, tu vois. Ils se tournaient autour depuis le lycée, et quand ils se sont enfin mis ensemble en 3e année, toute la famille était là en mode « enfin ». Je n'exagère pas. Notre grand-mère a littéralement pleuré quand ils ont annoncé leur fiançailles. Avançons jusqu'au jour du mariage, le 15 juin 2019. C'était dans un joli lieu juste à l'extérieur de la ville. Pas hyper luxueux, mais clairement plus classe que le mariage de mon frère Marc dans son jardin l'année précédente. Désolé frérot, mais la situation avec les toilettes portatives, c'était rude. J'étais l'un des garçons d'honneur de Mike, avec son témoin Tom, son coloc de fac, et quelques autres potes. La matinée avait commencé normalement. Je suis arrivé tôt pour aider à installer, parce que c'est ce que tu fais quand ton cousin préféré se marie, non? Je portais ce costume bleu marine qui m'avait coûté bien trop cher, mais bon, les photos de mariage, c'est pour toujours. J'avais ma boutonnière de garçon d'honneur accrochée, ça m'a pris 3 essais pour la mettre droite, et j'aidais à orienter les invités. Un couple âgé venait de me demander pour la 3e fois où étaient les toilettes. Ils étaient adorables, mais clairement paumés, alors je les accompagnais personnellement parce que je ne suis pas un monstre. Et c'est là que tout est parti en vrille. J'entends du grabuge derrière moi et, avant même d'avoir le temps de me retourner, bam. Je me prends un coup si violent que j'ai littéralement vu des étoiles. J'avais toujours cru que c'était une expression de film. Eh bien non, de vraies étoiles. Mike avait débarqué en trombe, suivi de Tom et de 2 autres gars. Son visage, difficile à décrire. C'était de la rage, de la douleur, et autre chose mélangée. Il s'est jeté sur moi. Pas juste un coup de poing et terminé. Non, c'était une vraie agression. Je ne suis pas petit, je fais un M85 et je vais parfois à la salle. Mais Mike bosse dans le bâtiment, et il me pulvérisait. Tout en hurlant des trucs du genre, comment t'as pu? Et je te faisais confiance. Pendant que moi, j'essayais juste de protéger mon visage et de comprendre ce qui se passait. Tom et 2 autres garçons d'honneur ont fini par réussir à l'écarter de moi. À ce moment-là, j'étais couvert de sang sur mon beau costume flambant neuf. RIP lui aussi. Le sang, ça ne part pas facilement. Mon œil gauche gonflait déjà et je pensais avoir le nez cassé. Le couple âgé que j'aidais? Ils étaient figés, choqués. La dame pleurait. J'ai encore des remords d'avoir ruiné leur journée. Quelqu'un, je crois que c'était le responsable du lieu, a appelé les secours. Il voulait aussi appeler les flics, mais j'ai réussi à dire non malgré ma lèvre explosée. Parce que même si je ne comprenais rien, ça restait Mike. On avait grandi ensemble. Pas question de le faire arrêter. J'ai fini dans une clinique à quelques kilomètres. La médecin n'arrêtait pas de me demander si je voulais porter plainte pendant qu'elle vérifiait mon nez. Fun fact, il n'était pas cassé, juste bien amoché. J'ai quand même une petite bosse depuis. Elle m'a filé une poche de glace tellement froide que j'ai cru qu'elle faisait encore plus mal que les coups. Bon, pas vraiment, mais sérieux, ces poches de glace médicales sont brutales. Et là, je reçois le texto. Tu sais, ces moments de film où le perso regarde son téléphone et son monde bascule? Ouais. C'était ça. Message de mon père, le mariage est annulé. Vide tes affaires du garage ce soir. Petit contexte. J'avais déménagé depuis longtemps, mais j'avais encore des cartons chez mes parents. Des souvenirs d'enfance, du matos de sport, des albums photos, en gros des choses qu'on ne peut pas caser dans un petit appart mais qu'on ne veut pas jeter. Rien de fou, mais la façon dont il l'a dit. Là, j'ai compris que c'était grave. J'appelle direct mon père, messagerie. Ma mère, pareil. Ma sœur ne répond pas non plus. Le seul à décrocher, c'est mon frère Marc.
Tout ce qu'il me dit, c'est « Comment t'as pu faire ça à la famille ?» Puis il raccroche. Donc je suis assis à la clinique, avec ma poche de glace sur la tronche, l'air de m'être battu avec Mike Tyson, et personne de ma famille ne décroche. L'infirmière me lance des regards compatissants pendant que j'appelle tout le monde, sûrement en train de penser que je suis un type qui s'est battu au bar. À 11h du matin. En costume. Ouais. Je décide finalement de conduire jusqu'à chez mes parents. Petit aparté, conduire avec un œil gonflé, c'est pas fun. Je ne recommande pas. Je devais tourner toute ma tête pour vérifier mes angles morts. J'avais sûrement l'air d'une chouette dérangée pour les autres conducteurs. J'arrive devant la maison de mes parents. La même où j'ai grandi. Classique pavillon de banlieue avec la peinture bleue passée que ma mère promet de refaire depuis 5 ans. La voiture de ma sœur Jenny est dans l'allée, celle de Marc aussi, plus celle de mes parents. Génial. Toute la famille est là. Ça promet. Je rentre par le garage, j'avais encore ma clé à ce moment-là, et j'entre dans la cuisine. Tu connais cette sensation quand tu entres dans une pièce et que tout le monde s'arrête de parler d'un coup? Ouais. Multiplie ça par 1000. Ma mère est assise à l'îlot, mon père est près de la cafetière, Jenny est perchée à sa place habituelle sur le comptoir, elle a 25 ans mais s'assoit encore là comme si elle en avait 12, et Marc est appuyé contre le frigo. La première chose que fait ma mère, c'est de pousser un cri. Pas discret, non, un vrai cri de soap opéra. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Mike t'a fait au visage? Puis elle enchaîne direct avec « Mais comment as-tu pu, James? Comment as-tu pu faire ça à la famille ?» Le grand écart entre inquiétude et accusation m'a filé un mal de crâne encore pire que mes coups. C'est là qu'ils m'ont enfin expliqué. Apparemment, j'avais une liaison torride avec Cathy. Oui, cette Cathy. La fille qui se moquait de mon acné au lycée. Celle qui m'a aidé à choisir le cadeau d'anniversaire de ma première vraie copine. La personne qui, à sa remise de diplôme, m'avait littéralement appelé son grand frère. Selon eux, on se voyait en cachette depuis des mois. J'ai littéralement éclaté de rire. Oui, j'ai vraiment ri à voix haute. Petit conseil, ne riez jamais avec une lèvre fendue. Ça fait un mal de chien. Mais c'était tellement ridicule que je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est là que Marc, mon propre frère, qui avait été mon témoin à mon mariage avant mon divorce, mais ça, c'est une autre histoire, chope un sac de sport derrière le canapé et me le balance aux pieds. Prends tes affaires et dégage, qu'il me dit, en essayant de jouer les durs comme dans un film. Le sac contenait peut-être la moitié de mes affaires du garage. J'ai découvert plus tard qu'il avait juste pris des trucs au hasard. Il avait embarqué mes vieilles cartes de baseball mais laissé toutes mes photos du lycée et de la fac. Merci, frérot. J'ai essayé d'expliquer. Évidemment. Je n'arrêtais pas de dire que c'était insensé. Je demandais des preuves. Je cherchais à comprendre d'où ça sortait. Mon père ne cessait de secouer la tête en disant des choses comme « On te faisait confiance et comment as-tu pu faire ça à Mike ?» Ma mère refusait même de me regarder. Jenny, qui d'habitude parle assez pour toute la famille, restait muette. Je leur demande quelles preuves ils avaient. Leur réponse? On le sait, c'est tout. Voilà. C'est littéralement tout ce qu'ils avaient. Pas de capture de message, parce qu'il n'y en avait pas. Pas de photos compromettantes, à part, tu sais, les photos de famille normale depuis plus de 15 ans. Rien. Ils savaient. Le pire? Ce sont ces gens qui me connaissent. Papa et maman, qui m'ont élevé à toujours dire la vérité. Qui m'ont littéralement privé de sortie un mois entier en 4e parce que j'avais menti sur mon projet de science. Jenny, qui venait toujours me voir avec ses problèmes parce que j'étais le raisonnable de la famille. Marc, que j'ai aidé à déménager 3 fois parce qu'il est trop radin pour payer des déménageurs. Tous, ils ont décidé que j'étais coupable. Sans poser de questions. J'ai essayé d'appeler Cathy, messagerie directe. Je lui ai envoyé des textos, aucune réponse. J'ai appelé chez ses parents. Oui, ils avaient encore une ligne fixe. Monsieur H a décroché et m'a dit que si j'appelais encore, il préviendrait la police. Super comportement chrétien, ça. Monsieur tout le monde mérite le pardon. Je suis sorti de chez mes parents complètement sonné. Je n'ai même pas pris le sac que Marc m'avait jeté. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé. J'ai fini chez Murphy S, un bar du centre-ville où j'allais chaque jeudi soir pour les soirées quiz depuis 4 ans. Le barman, Dave, me jette un coup d'œil et se met direct à me servir mon habituel whisky sourd, basique, je sais. Puis le coloc de Mike à la fac entre pour prendre son service, me voit, et d'un coup Dave me dit que je dois partir. Apparemment, je ne suis plus le bienvenu là-bas. Cool. Vraiment cool. Je suis rentré chez moi, à mon appart. J'ai encore essayé d'appeler Cathy. Rien. À ce stade, mon téléphone explosait de messages de membres de la famille et de leurs amis. Tout le monde avait son avis. Tout le monde savait qu'on était trop proches. Tout à coup, chaque moment où Cathy et moi avions traîné ensemble ou parlé devenait suspect. La fois où je l'avais aidé à déménager après la fac? Évidemment, on couchait ensemble. Le fait que son copain de l'époque nous ait aidés aussi? Apparemment, tout le monde avait oublié. J'ai dû éteindre mon téléphone. Je suis resté assis dans mon appart plongé dans le noir, avec un sac de petits pois sur le visage, la poche de glace de la clinique avait fondu. En train d'essayer de comprendre comment ma vie entière avait pu s'effondrer en à peine 6 heures.
J'ai appelé malade au travail pour le lundi. Comment expliquer à ton boss que tu ressembles à un punching ball de boxeur pro parce que ton cousin croit que tu couches avec sa fiancée? Ouais, ce n'était pas une conversation que je voulais avoir. Les semaines suivantes ont été un enfer. On ne se rend pas compte à quel point nos vies sont imbriquées avec celles de nos familles, jusqu'à ce qu'ils décident tous que vous êtes morts pour eux. Petit exemple, j'ai voulu aller à ma salle de sport habituelle le lundi matin. Je me disais que le sport m'aiderait peut-être à me vider la tête. Devine qui est là? Le pote de muscu de Mike, Steve, qui gère la salle maintenant. Tout à coup, mon abonnement est en cours de révision et on me conseille d'aller dans une autre salle. C'était comme si toute la ville jouait à une version tordue de 6 degrés de séparation, sauf que là, c'était 6 degrés de façon de pourrir la vie de James. Mon café habituel? La barista est la meilleure amie de la cousine de Cathy. L'épicerie locale? Le proprio va à l'église avec les parents de Mike. Même mon dentiste a annulé mon rendez-vous de contrôle. Son gamin joue au baseball avec le neveu de Mike ou un truc comme ça. Le travail, pareil, c'était la galère. J'ai dû expliquer à mon boss pourquoi j'avais l'air de m'être battu au bar. J'ai essayé de rester vague, mais Suzanne de la compta a entendu, et à la pause déjeuner, tout le bureau était au courant. Résultat, convoqué par les RH parce que quelqu'un s'inquiétait de ma conduite personnelle. J'ai dû expliquer à une RH de 23 ans que non, je n'avais pas de relation inappropriée avec qui que ce soit, pendant qu'elle me regardait comme si j'étais un méchant de soap opéra. J'ai finalement réussi à joindre Cathy au bout d'une semaine. Ce premier appel a été violent. Genre niveau explosion nucléaire. Ça a commencé avec elle qui hurlait que j'avais ruiné sa vie, et moi qui hurlais que ma vie aussi était ruinée. Mais entre les cris et les larmes, oui, j'ai pleuré, jugez-moi si vous voulez, on a fini par vraiment s'écouter. Il s'est avéré que son côté à elle était encore pire que le mien. Ses parents ultra-religieux l'avaient carrément renié, style tu es morte pour nous. Son père avait même appelé leur prêtre pour voir s'il pouvait la faire excommunier officiellement de l'église. Spoiler, ça ne marche pas comme ça, monsieur H. Sa mère avait déjà entassé toutes ses affaires d'enfance dans des sacs poubelles et les avait posées sur le perron. Super classe. Le boulot de Cathy, c'était l'enfer aussi. Elle était chef de projet dans une grosse boîte de marketing en centre-ville, mais son chef d'équipe était le cousin de Mike du côté de sa mère. Du coup, tous ses dossiers étaient réaffectés et elle se faisait recadrer pour manque de concentration. Ouais, se demander pourquoi elle était déconcentrée alors que sa vie entière s'écroulait. On a commencé à comparer nos notes par texto. Les appels étaient trop risqués. On ne voulait pas que quelqu'un entende et lance de nouvelles rumeurs. Aucun de nous n'avait la moindre idée d'où ces accusations venaient. À chaque fois qu'on demandait des preuves, la réponse était toujours du genre tout le monde le sait ou c'était évident. Genre, quoi? Qu'est-ce qui était évident? Le fait qu'on se connaissait depuis l'enfance? Qu'on pouvait avoir une conversation normale sans que ce soit bizarre? La seule fois où j'ai réussi à coincer Mike, je l'ai croisé à la station-service. Pas facile de fuir quand tu fais le plein, sa réponse a été « J'ai vu la façon dont tu la regardais. » La façon dont je la regardais. Sérieux? Je la regardais de la même manière que je regarde Jenny. Parce qu'elle était comme ma sœur. Tu te souviens du sac de sport avec mes affaires du garage? Ouais. J'y suis finalement retourné 2 semaines plus tard pour récupérer le reste. Ma mère avait tout mis en carton et laissé ça dans le garage. Sans rien étiqueter, elle avait juste tout balancé n'importe comment. J'ai retrouvé mes photos de remise de diplôme du lycée mélangées avec des vieilles décos de Noël. Mon diplôme de fac était fourré avec du vieux matériel de sport. Super, vraiment super, maman. Et les réseaux sociaux, alors là, un vrai régal. J'ai été bloqué par pratiquement toute la famille. La sœur de Cathy, à qui j'avais pourtant donné un coup de main pour ses candidatures à l'université, a posté ce statut vague sur Facebook à propos de « Serpent dans la famille », qui a récolté environ 200 commentaires. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée ont commencé à m'envoyer des messages pour me dire qu'ils avaient toujours su qu'il y avait quelque chose de louche chez moi. J'ai commencé à recevoir des appels et textos de numéros inconnus. Apparemment, quelqu'un, je suis quasiment sûr que c'était le frère de Cathy, avait partagé mon numéro dans un groupe de discussion familiale. J'ai dû changer de numéro après avoir été bombardé de messages adorables me traitant de briseur de ménage et de bien pire encore, tu peux imaginer. Le pire dans tout ça? Certains de ces gens me connaissaient depuis toujours. Madame D, la voisine d'en face qui me donnait des cookies à chaque fois que je tondais sa pelouse au lycée, a traversé la rue pour m'éviter. Monsieur P, du magasin de bricolage, celui qui m'avait appris à réparer un robinet qui fuit quand j'ai acheté mon premier appart, fermait soudainement boutique pour inventaire, chaque fois que j'essayais d'y aller. Cathy et moi avons fini par comprendre qu'il fallait partir. Cette ville nous étouffait. Tout le monde avait déjà décidé que nous étions coupables, et rien de ce qu'on pouvait dire ou faire n'allait changer ça. On ne pouvait même pas se voir en personne pour en parler, parce que les gens nous verraient et prendraient ça comme une preuve supplémentaire. Ras-le-bol de devoir me défendre pour quelque chose que je n'avais pas fait. Comment tu prouves qu'un truc n'est pas arrivé? C'est impossible. Et apparemment, aux yeux de tous ceux qu'on connaissait, le fait qu'on ne puisse pas prouver notre innocence signifiait forcément qu'on était coupable. Après environ 2 mois à vivre comme un ermite et à voir les livreurs d'Ordache me lancer des regards bizarres, quelqu'un leur avait sûrement dit que j'étais
ce mec-là, j'ai décidé que c'était assez. J'ai demandé une mutation au boulot. Heureusement, mon entreprise a des bureaux à Seattle. Mon boss a été étonnamment cool à ce sujet. Probablement qu'il voulait surtout se débarrasser du drama de bureau, pour être honnête. Cathy et moi avons eu une dernière conversation avant de quitter la ville. On a décidé qu'il valait mieux prendre des chemins séparés. Elle a choisi Chicago, moi Seattle. On est resté en contact sur Instagram, mais c'est tout. On s'est désabonné de tout le reste par précaution. Pas besoin de donner du grain à moudre à ceux qui attendaient des captures d'écran pour relancer les rumeurs. Partir à Seattle, c'était une expérience. Essaie d'expliquer à des colocataires potentiels pourquoi tu débarques soudainement dans une nouvelle ville à 27 ans sans quasiment aucun meuble. Mon premier appart était un petit studio à Capitol Hill qui coûtait beaucoup trop cher, mais c'était le mien et personne là-bas ne connaissait ni mon nom ni mon histoire. Ça n'a pas de prix, cette liberté-là. J'ai tout recommencé à zéro. Nouveau numéro de téléphone, nouvelle adresse mail, j'ai dû abandonner l'ancienne parce qu'elle avait été spammée par des inscriptions bidons, très matures. Les gars, j'ai même laissé tomber mon ancien compte PlayStation parce que certains potes de Mike m'envoyaient des messages haineux via le chat du jeu. Sérieusement, qui fait ça? Le boulot se passait plutôt bien. L'avantage d'être le nouveau, c'est que personne ne pose trop de questions sur ton passé. Je disais juste que j'avais besoin de changer d'air. Pas vraiment un mensonge, non. Je me suis plongé dans le travail. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport, une autre chaîne, et évidemment. J'ai essayé de me construire une routine. J'ai découvert un bar sympa, le Crocodile, qui organisait des soirées quiz le mercredi. Ambiance différente de Murphy's dans ma ville natale, mais au moins les barman ne me regardaient pas comme si j'étais l'incarnation du diable, donc c'était déjà un progrès. J'y allais souvent, j'ai rencontré des gens sympas. Pour la première fois depuis des mois, je respirais à nouveau. Puis est arrivé le barbecue du travail qui a tout changé. C'était l'été 2021, un de ces rares jours parfaits à Seattle, pas de pluie et pas trop chaud. Mon collègue Jake organisait ça chez lui à Ballard. J'ai failli ne pas y aller. J'étais encore mal à l'aise dans les situations sociales de groupe. Mais Jake m'avait aidé à comprendre le système de bus de Seattle quand je suis arrivé, alors je me suis dit que je lui devais bien ça. C'est là que j'ai rencontré Amy. C'était une amie de la femme de Jake, rencontrée en cours de yoga. Tu vois dans les films, quand le personnage principal aperçoit quelqu'un et que tout le reste disparaît? Ouais, c'est du pipeau. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'elle m'a surpris en pleine conversation ultra sérieuse avec le chien de Jake sur la bonne technique de lancer de frisbee. Pas mon moment le plus classe. Mais d'une manière ou d'une autre, ça nous a amené à discuter. Elle était super facile à aborder. Pas ce fameux Seattle Freeze où les gens restent polis mais distants. On a fini par passer 2 heures assis sur le porche de Jake à discuter de tout et de rien. Elle est fan de podcasts de true crime? Ouais. Ironique, je sais. Et elle riait vraiment à mes blagues débiles sur le trafic à Seattle. On a commencé à sortir ensemble assez vite. Dès le 3e rendez-vous, j'ai su que je devais tout lui dire. Tu peux pas construire quelque chose de vrai sur des mensonges, non? Alors je lui ai tout raconté. Le mariage, les accusations, le drame familial, tout. Je pensais qu'elle allait fuir en courant. Mais elle a juste écouté. Vraiment écouté. Elle posait des questions qui montraient qu'elle voulait comprendre, pas juger. Quand j'ai eu fini, elle a juste dit, c'est vraiment nul. Tu veux aller manger une glace? Et bizarrement, c'était exactement la bonne réponse. Le truc étrange? Elle a commencé à suivre Cathy sur Instagram. J'avais mentionné qu'on gardait un contact minimum. Il se trouve qu'elles sont toutes les deux obsédées par ce podcast appelé Crime Junkie. Et soudain, elles se sont mises à s'envoyer des DM sur les épisodes. Ensuite, elles ont lancé une sorte de club de lecture virtuel avec d'autres fans de true crime. Elles font des appels Zoom toutes les 2 semaines avec du vin et des snacks pour discuter de leur lecture. La vie de Cathy s'est améliorée aussi. Elle a rencontré un type, Chris, par le boulot à Chicago. Un développeur logiciel qui, apparemment, ne sait pas coder sans avoir au moins 3 écrans. Dixit Amy. Ils discutent dans leur club de lecture. Il a l'air correct. Il la traite bien, ne saute pas à des conclusions délirantes, tu vois, les bases. J'ai commencé à me dire que peut-être tout ça s'était produit pour une raison. Attention, je ne dis pas que ça n'a pas été horrible de perdre ma famille et ma ville natale. J'ai encore des jours où la cuisine de ma mère me manque, ou bien je me demande à quoi ressemblent mes nièces et neveux maintenant. Mais j'ai construit quelque chose de bien ici. De vrais amis qui me font confiance. Une copine qui m'écoute. Une vie qui m'appartient vraiment. Le plus drôle, c'est que j'aime la version de moi à Seattle plus que celle de Portland. À Portland, j'essayais toujours de rendre tout le monde heureux, je marchais sur des œufs avec le drame familial. À Seattle, je vis. Je vais au boulot, je joue aux jeux vidéo, je sors avec amis pour tester de nouveaux restos. J'existe sans avoir constamment à regarder derrière moi. J'ai appris par Cathy que ses parents continuent à dire du mal de moi à l'église. Apparemment, je suis devenu leur exemple vivant de « loup déguisé en agneau ». Cool. 5 ans plus tard, ils parlent encore de moi. Bien sain, monsieur et madame H. Donc voilà, je vivais ma meilleure vie à Seattle. Bon job, copine géniale,
j'ai même commencé des cours de cuisine. Apparemment je me débrouille bien avec les pâtes. Pour le reste, c'est encore en progrès. Puis le mois dernier est arrivé, et soudain le passé est revenu me frapper comme une gueule de bois. Tout a commencé un mardi. Ami bosse à la maison la plupart du temps parce que sa boîte est restée en télétravail après le Covid. D'habitude, elle va déjeuner dans ce resto méditerranéen au bout de la rue. Ils font un shawarma qui est littéralement un sandwich Kraken. Ce jour-là, elle est rentrée et il y avait quelque chose de bizarre. Un mot était collé à notre porte. Pas un petit papier du genre « Désolé, nous avons raté votre livraison », ni une pub de jardinage « On vit en appart », mais continuez à nous en laisser, bien sûr. Juste une feuille blanche avec écrit « Nous devons parler. Je reviendrai ce soir ». Pas de nom, pas de numéro, rien. Juste ça. Et devine quoi? Mon nom était bien affiché sur la boîte aux lettres. Ami avait gardé son ancien appart en location, donc elle n'était pas sur le bail. Du coup, elle a pensé que ce mot s'adressait à moi. Elle m'a appelé au boulot, ce qui n'arrive jamais parce qu'elle déteste le téléphone et préfère toujours envoyer des textos. Je savais qu'elle paniquait parce qu'elle faisait ce truc où elle parle super vite et oublie de respirer entre les phrases. J'ai quitté le travail plus tôt, qui ne l'aurait pas fait? En rentrant, j'ai trouvé Ami qui avait verrouillé toutes les portes et tenait sa vieille batte de softball de fac. Elle avait joué en division 1 à WSU et avait toujours un sacré swing. On va parfois dans des cages de batting, et elle me bat systématiquement. Mais la voir assez effrayée pour vraiment prendre la batte, ça m'a frappé différemment. On est resté éveillé tard cette nuit-là à attendre. Ami a fait 3 fournées de cookies sous le coup du stress, c'est son réflexe quand elle est anxieuse, et on a binge-watché une série Netflix débile qu'aucun de nous ne regardait vraiment. Personne n'est venu. Pareil la nuit suivante, et encore la suivante. Juste au moment où on commençait à penser que c'était peut-être une mauvaise blague ou une erreur d'adresse, c'est arrivé. Vendredi soir, vers 20h30. On venait de finir le dîner, commande à emporter parce qu'aucun de nous ne voulait cuisiner, quand quelqu'un a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas et mon estomac s'est noué. C'était Mike. Debout là, dans des vêtements qui semblaient dater d'hier, mal rasés depuis des jours, vacillant comme s'il était soit ivre, soit épuisé. Ou les deux. Ami a pris sa batte, je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire mais je n'ai pas insisté, et j'ai ouvert la porte en laissant la chaîne de sécurité. Elle n'aurait probablement pas résisté si Mike avait décidé de passer en mode rage comme il y a 5 ans, mais c'était mieux que rien. La conversation s'est passée un peu comme ça. Mike, je peux entrer? Moi, absolument pas Mike, allez, mec. Je veux juste parler. Moi, la dernière fois que tu voulais parler, j'ai fini aux urgences. Mike, regardant ses pieds, ouais. À propos de ça, je suis venu m'excuser. Moi, excuses acceptées. Au revoir. J'ai commencé à fermer la porte. Mike, attends. Je connais la vérité maintenant. À propos de tout. Moi, cool, raconte ça à quelqu'un d'autre. Tu n'entres pas Mike, je dois aussi m'excuser auprès de Cathy. Tu peux me donner ses coordonnées? Moi, Jerry, ouais, non. Jamais. Mike, s'il te plaît, je veux juste arranger les choses. Moi, tu as eu 5 ans pour arranger les choses. 5 ans de silence. Et maintenant tu débarques à ma porte, tu t'attends à quoi exactement? Il a continué à essayer de parler, mais j'en avais marre. Je lui ai dit que j'avertirais Cathy qu'il essayait de la contacter, et que si elle voulait lui répondre, ce serait son choix. Puis j'ai fermé la porte. À travers, je l'ai entendu crier quelque chose à propos de débloquer ma mère parce qu'elle voulait me parler. Je suis retourné au salon où Ami tenait toujours sa batte comme si la saison de baseball allait commencer. J'ai aussitôt appelé Cathy. Il fallait qu'elle sache que Mike essayait de reprendre contact. Elle était aussi secouée que moi. Elle m'a dit très clairement qu'elle ne voulait pas que je donne ses coordonnées, et je comprenais parfaitement. Tout ça m'a plus perturbé que prévu. J'ai mal dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de repenser à Mike qui débarquait comme ça. Il avait l'air mal, pas juste mal rasé et froissé, mais vaincu. Rien à voir avec le type qui avait essayé de me casser la figure 5 ans plus tôt. Ami a été incroyable. D'habitude, c'est une fille un peu fofolle, détendue, qui fait des jeux de mots nuls et danse en faisant la vaisselle. Mais cette semaine-là, elle est passée en mode protectrice. Elle a installé une sonnette Ring le lendemain. On est locataire, mais elle a dit qu'elle préférait perdre la caution plutôt que de se sentir en danger. Elle a commencé à bosser depuis le café en bas au lieu de rester à l'appart. Elle a même appelé son frère, qui est flic à Tacoma, pour se renseigner sur les ordonnances restrictives, au cas où. Il m'a fallu quelques jours pour me décider à propos de ma mère. J'ai fini par débloquer son numéro, mais je lui ai envoyé un texto au lieu d'appeler, j'ai entendu dire que tu voulais me parler. À eux de jouer, maintenant. Après 5 ans de silence, ils ne pouvaient pas juste débarquer et s'attendre à ce que tout redevienne normal. Après la visite surprise de Mike, ma mère a commencé à m'envoyer des textos. Pas d'appel. Elle a dû comprendre que je n'étais pas prêt. Voilà comment la première conversation s'est déroulée. Maman, nous voulons que tu rentres à la maison. Moi, je suis à la maison. Maman, tu sais ce que je veux dire. Nous voulons nous excuser et que tu réintègres la famille. Moi, qu'est-ce qui vous prend soudainement? Maman, nous savons ce qui s'est réellement passé maintenant. Moi, il vous a fallu 5 ans.
Super. Ouais, j'étais mesquin. Tant pis. Après quelques échanges, elle a fini par tout lâcher. 2 ans après le mariage qui n'a jamais eu lieu, Mike a épousé Jessica. C'était une fille de sa salle de sport. En fait, c'est celle que j'avais vue au mariage de Cathy, la demoiselle d'honneur assise seule, l'air mal à l'aise. Maintenant ça a du sens. Leur mariage a apparemment été un désastre dès le premier jour. Disputes constantes, problèmes de confiance, tout le package. Lors d'une grosse engueulade il y a environ 6 mois, Jessica a laissé échapper quelque chose. Un truc du genre, je n'ai pas brisé la relation d'Emily juste pour passer mon mariage à t'entendre parler d'elle. Laisse infuser. Il s'avère que Jessica avait tout inventé. Absolument tout. Elle avait un faible pour Mike, a vu à quel point il était proche de Cathy, et a décidé de supprimer la concurrence. Elle a raconté à Mike qu'elle m'avait vu avec Cathy, lui a inventé plein de détails sur des rendez-vous secrets et des messages cachés. Mais quand Mike a exigé des preuves, elle n'a rien pu fournir parce que, devine quoi, ça n'était jamais arrivé. Et le pire? Quand Mike a apporté ses accusations à la famille, tout le monde l'a cru. Sans poser de questions. Leur logique? Mike n'aurait pas ruiné son propre mariage s'il n'était pas sûr. Parce qu'apparemment, être sûr, c'est prendre pour argent comptant la parole d'une fille croisée à la salle de sport plutôt que celle des gens que tu connais depuis toujours. Pas une seule personne dans aucune des deux familles n'a pris la peine de me parler, ni de parler à Cathy. Pas une seule n'a demandé de preuves. Pas une seule n'a pensé, et, peut-être qu'on devrait entendre leur version avant de démolir leur vie. Le meilleur, et le pire? Jessica avait déjà ce genre d'antécédent. Après que la vérité a éclaté, l'ami de Mike, Tom, s'est rappelé qu'elle avait fait un truc similaire dans son ancienne salle, accusant un coach de harcèlement parce qu'il refusait de quitter sa copine pour elle. Mais personne n'avait pensé à vérifier ça avant que mon visage ne devienne le punching ball personnel de Mike. Cathy le vit encore plus mal que moi. Tous ces gens de l'église qui la traitaient comme si elle portait le péché en elle. Ses parents qui ont littéralement jeté ses souvenirs d'enfance dans des sacs poubelles. Son patron qui lui a pourri la vie jusqu'à ce qu'elle doive démissionner. Aucun d'eux n'a pris la peine de vérifier quoi que ce soit. Voilà une petite chronologie pour toi. Juin 2019, le désastre du mariage. Juillet 2019, Cathy et moi quittons tous les deux la ville. Décembre 2019, Mike commence à sortir avec Jessica. Mars 2020, il se marie. Pressé? Non. Août 2021, je rencontre Amy. Septembre 2024, Jessica admet enfin qu'elle a tout inventé. Octobre 2024, tout le monde veut soudain s'excuser. 5 ans. 5 longues années à être le paria de la famille. 5 ans de fêtes, d'anniversaires, de mariages, de naissances ratées. 5 ans à entendre que mes nièces et neveux grandissaient avec l'idée que tonton James est une mauvaise personne. Tout ça parce qu'une fille de la salle ne supportait pas que mon cousin soit heureux avec quelqu'un d'autre. Amy a été mon pilier à travers tout ça. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle est restée silencieuse un instant, puis elle a dit « Donc, ce que tu me dis, c'est que ta famille entière est plus bête qu'un sac de cailloux ?» J'ai éclaté de rire pour la première fois depuis que j'avais appris la nouvelle. La réponse de Cathy était moins humoristique. Citation directe de notre appel téléphonique, ils peuvent prendre leurs excuses et se les mettre là où le soleil ne brille pas, dis-nous vraiment ce que tu ressens, Cathy. Le pire, ce n'est même pas le mensonge en lui-même. C'est à quel point tout le monde y a cru facilement. Ces personnes qui me connaissent depuis ma naissance, qui m'ont vu grandir, qui étaient censées m'aimer, ont toutes décidé que cette histoire à propos de Cathy et moi avait plus de sens que la vérité. Ma mère continue d'envoyer de longs textos pour dire à quel point ils sont désolés, qu'ils auraient dû mieux savoir, qu'ils veulent arranger les choses. Mon père a même essayé d'appeler. Rapidement bloqué. Jenny envoie des photos de ses enfants avec des légendes culpabilisantes du genre « ils veulent rencontrer leur oncle ». Mais voilà le problème, tu ne peux pas simplement appuyer sur « reset » après 5 ans à traiter quelqu'un comme une merde. Tu ne peux pas juste dire « oups, désolé » et t'attendre à ce que tout redevienne normal. La confiance, c'est comme un miroir. Une fois brisé, tu peux essayer de recoller les morceaux, mais tu verras toujours les fissures. Je vous tiendrai au courant, les gars, si quelque chose se passe. Merci d'avoir écouté. Mise à jour. Cathy et moi avons décidé qu'il était temps d'affronter la musique en rentrant. On a accepté de rencontrer les deux familles, mais à nos conditions. J'ai choisi un lieu neutre, ce café du centre-ville où aucune famille n'avait ses habitudes. Cathy était trop anxieuse pour prendre l'avion juste pour ça, donc j'ai installé mon ordinateur portable avec elle sur Zoom. Je l'avais en haut-parleur, mais la vidéo était coupée. Elle voulait tout entendre, mais ne pas voir leur visage. Et je la comprends. Tout le monde était là, mes parents, Mike, Jessica, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, les parents de Cathy, mes frères et sœurs, même Tom s'est pointé, probablement rongé par la culpabilité d'avoir été le témoin qui ne m'a pas défendu. Avant que quiconque ne commence ses excuses, j'ai posé des règles. 1. Cathy peut tout entendre. Elle choisit si elle veut parler ou pas. 2. Si elle se déconnecte, la réunion est terminée. 3. Personne ne me touche. Je te regarde, Mike. 4. Pas de culpabilisation religieuse. Ça, c'était pour les parents de Cathy.
La première à parler fut Jessica. Elle avait l'air, disons, abîmée. Son mariage ne lui réussissait pas. Son explication? Elle était amoureuse de Mike et pensait que Cathy ne le méritait pas. Voilà. C'est littéralement la raison pour laquelle elle a fait exploser plusieurs vies. Pas un énorme malentendu. Pas une erreur d'identité. Elle voulait juste mon cousin et a décidé de réduire nos vies en cendres pour l'obtenir. Mike a tenté de s'excuser pour le coup de poing. Enfin, les coups de poing. Mais qui les compte? Il a dit qu'il aurait dû savoir mieux que de croire Jessica sans preuve. Sans blague, Sherlock. Tu crois? Peut-être vérifier avant de me transformer en punching ball? Ensuite, ce fut au tour des parents. Les deux clans. Ma mère a essayé de me prendre dans ses bras à mon arrivée. Je me suis reculé. Le regard sur son visage? Comme si je l'avais giflé. Eh bien, peut-être qu'elle devrait se rappeler ce que ça faisait quand elle a emballé mes photos d'enfance comme si c'était des ordures, maman. Le père de Cathy a commencé à parler de pardon biblique jusqu'à ce que Cathy réactive son micro et le remette direct à sa place. Ces mots exacts, vous avez jeté mes affaires dans des sacs poubelles et les avez laissés sous la pluie. N'osez pas me citer l'écriture. Jamais entendu Monsieur H rester sans voix avant. C'était presque jouissif. Ma sœur Jenny a pleuré en disant combien ses enfants demandaient après moi. Super histoire, sœurette. Et où était cette préoccupation quand tu aidais maman à empaqueter mes affaires? Quand tu m'as bloqué partout? Quand tu disais à l'église quelle horrible personne j'étais? Voilà la chose à propos de la famille. Censés être ceux qui te connaissent le mieux, qui te font le plus confiance, qui au minimum te donnent le bénéfice du doute. Mais chaque personne dans cette salle a choisi de croire le pire sur moi et Cathy. Pas de questions, pas de preuves, juste direct, oui, évidemment ce sont des amants secrets. Détruisons leur vie. Alors je leur ai dit exactement ça. J'ai dit à Jessica qu'elle avait bâti son court bonheur sur la douleur des autres. J'ai dit à Mike que son manque de confiance avait détruit plus que sa relation avec Cathy. J'ai dit aux deux couples de parents qu'ils nous avaient montré à quel point leur amour était conditionnel. Et maintenant ils devraient vivre avec ça. Cathy a pris la parole à la fin. Elle était calme, ce qui était encore pire que si elle avait crié. Elle a simplement dit, le pire, ce n'est pas que Jessica ait menti. C'est qu'aucun de vous n'a pensé que nous valions la peine de connaître la vérité. Vous nous avez jetés pour rien d'autre que des ragots. Ça en dit plus sur vous que ça n'en dira jamais sur nous. Puis elle s'est déconnectée. Réunion terminée. Mes parents essaient toujours de réparer les choses. Maman envoie de longs textos émotionnels à propos de famille et de pardon. Papa dit aux gens qu'il me laisse de l'espace. Merci, papa. Juste 5 ans trop tard. Les parents de Cathy veulent soudain aller lui rendre visite à Chicago. Bonne chance avec ça. Mais voilà la vérité. Ami et moi, on s'est construit une vie ici. Une belle vie. J'ai une bague cachée dans mon tiroir à chaussettes, ne lui dites pas, mais je vais la demander en mariage le mois prochain. Cathy est heureuse avec Chris. Nous avons de vrais amis qui nous font confiance, des boulots qu'on aime, des vies qu'on a bâties à partir de zéro. Parfois, la famille que tu choisis est meilleure que celle dans laquelle tu es né. Parfois, les choses brisées ne doivent pas être réparées. Et parfois, la meilleure revanche, c'est simplement d'être heureux sans ceux qui t'ont jeté. Alors voilà, Reddit. C'est ainsi que le mariage de mon cousin a détruit mon ancienne vie et m'a accidentellement mené vers une meilleure. Merci d'avoir suivi l'histoire. Eddie. Au bordel. Ça a explosé. Merci pour toutes les récompenses. Eddie 2. Oui, je donnerai des nouvelles après ma demande en mariage. Non, je ne crains pas qu'Amy voie ça. Elle n'utilise pas Reddit, et j'écris depuis un compte jetable. Eddie 3. Cathy dit merci pour tout le soutien. Elle va très bien et prépare une lune de miel en Nouvelle-Zélande. Eddie 4. Pour ceux qui demandent, oui, Jessica et Mike divorcent. Apparemment, mensonges et manipulations ne font pas de bonne base pour un mariage. Qui l'aurait cru? Dernier Edit. À tous ceux qui disent que je suis trop dur. Peut-être. Mais essayez donc d'avoir toute votre famille qui croit le pire de vous, vous jette, puis attend que tout aille bien juste parce qu'ils réalisent enfin qu'ils avaient tort. Certaines cassures ne se réparent pas avec un simple « désolé ».